Vous savez ce qu'on dit, quand on développe une solution, les idées les plus simples sont les meilleures et ça demande un travail acharné. Alors évidemment, ces solutions ne sortent pas de nulle part, elles sont réalisées grâce à vos retours sur le terrain et à tous les contacts qu'on a avec vous. Et en même temps, ce n'est pas si facile et on sait que vous avez énormément de questions sur le sujet, alors restez bien avec nous parce qu'on va y répondre maintenant. Bonjour Laurent, vous êtes psychiatre et bêta-testeur depuis de longues années, vous faites aussi partie du programme Pionnier. Je bêta-teste depuis le début de Doctolib Médecin. Alice, bonjour, toi tu es directrice produit chez Doctolib et tu as un lien avec Laurent puisque vous avez tous les deux en fait travaillé sur le logiciel Doctolib Médecin. Tu as un petit peu co-dirigé tout son développement. Exactement, donc j'ai travaillé sur le lancement de Doctolib Médecin, la création des toutes premières fonctionnalités. Et effectivement, Laurent était un des premiers bêta-testeurs. J'ai ressorti les quelques entretiens qu'on avait eus ensemble, quand le logiciel venait tout juste de sortir. C'était une grande époque, hein. C'était lors du premier confinement. C'est vrai, ça semble très loin. Ça semble très très loin et on a tellement travaillé. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, des questions qu'on a reçues et qu'on reçoit tous les jours de la part des utilisateurs, mais aussi des non-utilisateurs, qui ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe derrière les coulisses. Pourquoi est-ce qu'on choisit de développer telle ou telle fonctionnalité? Comment on priorise tous les choix qui sont faits? Laurent, ça fait longtemps que vous êtes bêta-testeur. Comment vous avez vu un petit peu l'évolution justement de Doctolib et du développement de ces solutions? J'ai peut-être la chance effectivement d'avoir connu ça dès le départ. C'est-à-dire que j'ai participé à une grande aventure. De ma position de médecin, j'ai été embarqué dans cette aventure avec toute l'équipe Doctolib et c'était incroyable. Et puis une fois que la solution a été en place, l'entreprise était en place. Et depuis, il y a des tas de solutions qui se développent autour, qui m'intéressent toutes ou pas, enfin plus ou moins, ça dépend des cas. Oui, il y en a certaines qui sont adaptées à votre profession, mais d'autres on est moins. dans une autre dimension. Je vous avoue que moi, je regrette le confinement où on était là à bricoler presque les mains dans le cambouis. Alors, on a l'impression que Doctolib a changé, mais pourtant, la vision, elle est la même depuis 10 ans, Alice. Oui, absolument. On a beaucoup appris. Donc, la co-construction qu'on a mise en place justement lors du lancement de Doctolib Médecin, c'est quelque chose qu'on fait toujours sur toutes nos fonctionnalités, sur tous les nouveaux produits. Et on a structuré en fait cette approche. C'est vrai qu'à l'époque de Doctolib Médecin, on imaginait un peu cette approche pour la première fois. Mais c'est le sentiment aussi que j'ai. Sauf que j'ai l'impression, enfin de mon côté, j'ai l'impression qu'on faisait le Vendée Globe et que maintenant, on est beaucoup plus sur un gros paquebot de croisière. Et donc, on est beaucoup plus nombreux, mais il y a plein de jeux, plein partout. Mais la navigation n'est pas du tout la même. C'était quand même super sympa. J'ai eu la chance de vivre cette aventure. Ce qui n'a pas changé en tout cas, c'est qu'on va toujours partir des problématiques des utilisateurs. Je pense qu'un bon exemple pour ça, assez récent, c'est l'assistant de consultation, qui était attendu par certains, moins attendu par d'autres, mais qui a permis, on reviendra dessus, de répondre à des problématiques qui avaient été soulevées sur le terrain par les utilisateurs. Et Laurent, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais vous donner la tablette. Vous allez découvrir, ou pas, parce que je sais que vous regardez aussi beaucoup ce qui se passe. Ah bah oui, je feuillette, oui. Regardez un petit peu, prenez la question de votre choix. Il y a plein de questions sur cette tablette et on va répondre et réagir ensemble. J'aimerais mieux comprendre comment Doctolib choisit et priorise les fonctionnalités à développer. Comment sortir du lot pour que ma demande voie le jour. C'est vrai que sur la communauté, il y a 12 000 posts par jour. J'en vois passer toutes les couleurs. Si j'en mets une, je sais absolument pas ce qu'elle va devenir. Ça fait un peu bouteille à la mer, quelque part. Au moment de l'apparition de l'intelligence artificielle, là, de l'assistant, qui m'a un peu surpris. En plus, je me sens pas très concerné par ce problème-là. C'est arrivé comme un énorme truc. Je comprends que pour Doctolib, c'est fondamental d'avancer très vite sur ce sujet pour rester dans la course des applications. Enfin, c'est nécessaire, je suppose. Mais moi, ça me concerne pas. Et j'ai l'impression que tous les autres sujets que je vois apparaître au quotidien dans la communauté où chacun se pose alors la question du point d'interrogation au bout des antécédents ou de la couleur de je sais pas quoi, comme si ça passait un petit peu à la trappe où on ne savait pas forcément où, quoi. Malgré les systèmes, on vote pour, on like. J'ai envie de répondre plein de choses. Donc effectivement, c'est le discours qu'on entend souvent nous quand on est au téléphone avec des professionnels de santé, en entretien, etc. Moi, j'entends deux questions en fait dans la question. Il y a une première partie qui était comment est-ce que Doctolib priorise les fonctionnalités et une deuxième qui était comment sortir du lot pour que ma demande voie le jour. Je pense que ça revient à ce que tu disais Marion au début. Donc nous, on travaille, en fait, une fonctionnalité doit répondre à un besoin
des utilisateurs. Donc on ne développe jamais des fonctionnalités parce qu'elles nous plaisent, parce qu'on trouve que c'est des brillantes idées, que ce serait génial par exemple de faire de l'IA, voilà. On sert les besoins des utilisateurs. Ensuite, comment on les sert ? Ça dépend. Donc on a des produits existants. Ces produits existants, on sait très bien qu'il faut continuer de les améliorer pour certains. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les irritants. L'agenda Doctolib que vous connaissez bien, que tout le monde utilise depuis longtemps, il n'est pas parfait, il faut qu'on continue à le perfectionner. Il y a plein d'irritants, ça, il faut qu'on les prenne en compte. Ensuite, il y a plein d'autres besoins qu'on n'a pas encore adressés. Donc l'assistant de consultation, c'est quelque chose de relativement récent. La messagerie patient, la garantie de paiement, tout ça, ça vient répondre à des besoins très concrets des professionnels de santé. Qui n'était pas forcément attendu sous cette forme-là d'ailleurs. Alors c'est vrai que ça dépend, c'est très rare, typiquement l'assistant de consultation, les médecins viennent rarement nous voir en nous disant les amis, j'aimerais un assistant de consultation. Mais pareil pour la garantie de paiement, personne vient nous voir en nous demandant ça serait super que vous développiez cette certification IDBCLC. Les utilisateurs viennent plutôt nous voir avec un problème. Par exemple, écoutez Doctolib, c'est génial votre outil, mais moi je passe trop de temps les yeux rivés sur mon écran, j'ai envie de voir mon patient, d'être les yeux dans les yeux avec nos patients. C'est marrant d'ailleurs parce que j'étais la semaine dernière en Allemagne et les praticiens allemands m'ont dit exactement la même chose. Ils savaient même pas qu'on avait un assistant de consultation. Voilà, ça c'est un exemple de besoin. Ou pour la garantie de paiement, ils nous disent écoutez, moi j'ai énormément de rejets de la part des mutuelles, une grande douleur au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Nous ensuite on arrive avec des solutions. Donc ça c'est donc je dirais qu'il y a les irritants, il y a les besoins qu'on n'a pas encore traités, et puis après l'assistant de consultation, ça fait partie des grandes innovations que effectivement les utilisateurs viendraient pas forcément avec ces idées-là toutes faites, mais des grandes innovations, des paris un peu technologiques, comme tu le mentionnais au départ. Et donc nous, on priorise en essayant de comprendre quels sont les points de pénibilité qui touchent le plus de monde. Il y a des points de pénibilité qui concernent que certaines professions, mais qui sont très très intenses pour cette profession. Donc évidemment, il faut quand même qu'on prenne ça en compte aussi. Et on essaye toujours de faire un exercice un peu d'équilibriste et de trouver le bon équilibre entre résoudre des irritants sur les produits existants, développer des nouvelles fonctionnalités pour continuer à répondre à des nouveaux besoins, et je dirais ces grands paris, grandes innovations technologiques pour avancer sur notre vision de construire la santé de demain. Effectivement, c'est ce que je retrouve dans la plateforme. Chacun jette ses petits irritants partout. Vous avez des petits irritants comme ça que vous aimeriez Ah mais moi plein depuis le début, mais bon, je vois qu'ils avancent pas, et puis c'est pas grave. Et puis j'ai mes petits cadeaux qui sont faits de temps en temps. Par exemple, l'autre jour, quand est apparu le fait de reprendre la facturation précédente, j'étais pas au courant que ça allait se faire, mais alors le jour où j'ai vu apparaître ça sur mon écran et puis que j'ai pu cliquer et puis que ça m'a refait la même feuille de soin que la fois précédente, j'ai adoré, ça m'a fait un soulagement fou. Ça, c'est un petit irritant dont je me rendais même pas compte, mais qui m'a apporté un soulagement extra, quoi. On est très différents par notre exercice, très différents par nos spécialités. On est à l'écoute des utilisateurs sur tous les fronts. Tu peux nous en dire un petit mot, Alice ? Oui, absolument. Je pense que c'est important de noter que la communauté, c'est un canal hyper intéressant pour nous pour rester proche des utilisateurs, mais c'est pas le seul canal. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, tous les retours de notre service support. Donc, dès qu'un praticien ou un professionnel de santé rencontre un problème avec notre outil, il appelle le support. Derrière nous, ça nous permet d'analyser les points de douleur. Le service technique, pareil, mais on a aussi le comité médical. On a tous les ateliers qu'on organise ici à Levallois dans nos locaux. On appelle aussi, on passe beaucoup de temps à faire des entretiens utilisateurs pour tester des prototypes. Enfin, il y a vraiment énormément de canaux différents qui permettent du coup de représenter toute la diversité de nos utilisateurs. Et sur le terrain, on parle aussi beaucoup avec nos co-constructeurs, praticiens, secrétaires, assistants médicaux qui sont les pionniers. Laurent, vous êtes un pionnier, donc vous connaissez. Un pionnier, oui, du premier âge. De première heure, exact. Premier âge, je sais pas, mais première heure en tout cas. Incroyable de pouvoir travailler avec eux. C'est vraiment des utilisateurs qui sont hyper motivés, qui nous dédient beaucoup de temps. Un petit point aussi sur les experts médicaux. Non seulement ils viennent au bureau, mais ils travaillent vraiment dans nos équipes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment fait avant. Et donc, ils vont participer à nos réunions d'équipe, etc. Ils vont vraiment vivre avec nous et du coup, forcément, concevoir le produit main dans la main avec nous. Donc, être à l'écoute, c'est très important pour pouvoir avoir une meilleure vision. Et en même temps, je crois savoir qu'il y a aussi forcément beaucoup de contraintes qu'il faut prendre en compte. À votre avis ? Alors, la première qui me viendrait,
et qui vient, à mon avis, à l'esprit de beaucoup de professionnels de santé, en tout cas médecins, c'est la contrainte légale. On est tous très attentifs à ce qui est au niveau légal, au niveau du secret médical, au niveau de toutes ces dimensions-là. La deuxième, je dirais, c'est technique. Je connais rien à l'informatique, mais développer le moindre petit bouton sur un écran, ça peut bouleverser complètement un écosystème et ça peut être hyper technique. Et la troisième, je dirais financière, parce que Doctolib est une entreprise. C'est un énorme bateau. Pour mener un bateau comme ça, il faut avoir une vision à 4 ans, 5 ans, et que l'investissement, il se fait sur des dimensions bien au-delà de notre quotidien, quoi. Alors, je ne sais pas s'il en manque un petit peu dans la liste là qu'on a évoquée, mais je pense que c'était plutôt correct, non ? C'était très bien. J'en ajouterai quelques-unes supplémentaires. On a des contraintes de certification qui sont très importantes. Donc, tout ce qui est création de factures, ordonnances, etc., ce sont des produits qui sont certifiés, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On va passer à la deuxième question. Laurent, une question. Alors, ma demande est facile et pourrait être vite mise en place. Et effectivement, c'est souvent l'impression que j'ai dans les commentaires de mes collègues sur la communauté, ou l'impression que j'ai quand je suis avec mon clavier et que je me dis « Ah, ça, on pourrait faire mieux ». Si on a un utilisateur ou des utilisateurs qui nous disent « J'aimerais améliorer telle partie d'un produit qui est certifié », c'est pas forcément si simple parce que nous, on a un cahier des charges à respecter. Donc, un peu similaire au cadre légal. Aussi, la nécessité de prendre en compte plein de cas d'usage différents. Donc, une modification pour une partie des utilisateurs peut sembler simple, mais nous, en fait, il faut qu'on réfléchisse pour que la modification soit pertinente pour tous les professionnels de santé qui utilisent notre produit. Et on a aussi, effectivement, les enjeux techniques. Je vous prends juste un exemple. Il faut que notre produit soit performant, c'est-à-dire qu'il marche vite. Donc, une petite modification, par exemple, une liste de factures, tout l'historique du patient, des choses comme ça peut être très compliqué pour que ce soit vraiment efficace. Et donc, une amélioration sur ces écrans-là peut paraître simple au premier abord, mais en réalité nécessiter vraiment un temps de réflexion technique pour pouvoir s'assurer qu'on fasse la modification, mais que du coup, ça ne ralentisse pas le produit. Sinon, on sait ce qui va se passer. On va sortir le produit et ensuite, on va avoir plein de messages sur la communauté qui vont nous dire « Merci, vous nous avez écoutés, mais maintenant, mon produit est trop lent ». C'est intéressant d'expliquer un peu quel est notre processus quand on reçoit une demande, justement. Donc, nous, la première chose qu'on fait, qui est vraiment qui est complètement critique, et d'ailleurs c'est la partie je trouve la plus intéressante de notre métier, c'est de comprendre quel est le problème. Et en fait, un utilisateur qui vient nous partager un problème, souvent, c'est juste le haut de l'iceberg, et donc on doit tirer le fil pour comprendre ce qui se passe vraiment. Donc, par exemple, récemment, il y a eu beaucoup d'activités sur la communauté, mais aussi via tous les autres canaux qu'on a mentionnés précédemment, autour du mobile. On n'est pas content de l'application mobile, etc. Donc là, déjà, première étape, quel est le vrai problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont tous les utilisateurs qui disent qu'ils sont mécontents de l'application mobile, et finalement on va découvrir qu'ils ont des problèmes qui sont différents. Par exemple, un utilisateur Doctolib médecin veut avoir en fait son dossier patient, être capable de faire sa consultation sur mobile. Un utilisateur, par exemple un ostéopathe qui n'a pas de logiciel clinique et financier, veut pouvoir faire d'autres choses sur mobile, avoir une application plus performante, avoir éventuellement aussi un logiciel clinique et financier qui n'existe pas aujourd'hui sur l'ordinateur. Donc déjà, première étape, compréhension du problème. Et pour faire ça, c'est là qu'on fait ce qu'on appelle de la recherche utilisateur. On va interviewer énormément d'utilisateurs sur le sujet du mobile. Deuxième étape, la conception de la fonctionnalité. Donc, quelle solution on va proposer pour répondre à ce problème qu'on a identifié dans la première étape. C'est souvent à ce moment-là qu'on intègre les utilisateurs aussi, comme les pionniers. Par exemple, on va leur demander de dessiner leur logiciel mobile idéal. Ça ne veut pas dire que c'est ça exactement qu'on va faire nous, mais ça nous permet de comprendre ce qu'ils imaginent et de travailler avec eux sur une solution. Ensuite, on va tester la solution, d'abord sous forme de prototype. Vous avez sans doute participé à ces tests-là. Donc, c'est pas un produit qui est développé, mais ce sont des prototypes et on va tester les prototypes pour les affiner et affiner notre solution avec les utilisateurs. Enfin, quand on pense que la solution est prête, on va du coup la tester avec les premiers utilisateurs qui vont vraiment l'utiliser au quotidien. Et c'est ça qu'on appelle les bêta-tests. Et une fois que ces utilisateurs nous disent qu'ils sont satisfaits, on va sortir la fonctionnalité à tous les utilisateurs. Donc ça, c'est un petit peu le processus, mais après, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas être sur tous les développements, toutes les améliorations, les fonctionnalités en même temps. Effectivement, en fait, pour
proposer des produits qui fonctionnent bien, qui sont vraiment satisfaisants, on a besoin de concentration. Et donc, on peut pas travailler sur 25 projets en parallèle. Et notamment, il faut savoir que chez Doctolib, on a globalement dédié de façon schématique une équipe à chacun de nos grands produits. Par exemple, on a 2 équipes qui sont dédiées à 100% au sujet de la messagerie patient. On a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est facturation en France, gestion avec les mutuelles, les assurances. On doit toujours arbitrer, quand on est en train de travailler sur le développement d'un projet, si on est en train de tester, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, des nouvelles fonctionnalités, par exemple le lien de paiement pour les kinésithérapeutes, l'équipe qui travaille sur le paiement en ligne peut pas prendre trop d'autres sujets en parallèle. Néanmoins, on trouve quand même assez de flexibilité pour quand même prendre en compte des demandes, évidemment des bugs, etc. On les fixe au fil de l'eau en parallèle de ces gros projets, en parallèle évidemment d'un bêta-test. On doit être capable de répondre s'il y a des problèmes de performance urgents sur des produits qui sont déjà en production, comme on dit. Oui, parce que, par exemple, quand est arrivé l'assistant de consultation, moi, j'ai eu le sentiment d'un énorme projet Doctolib qui arrivait, qui allait prendre beaucoup de place, d'autant plus qu'on en parle énormément de l'intelligence artificielle. Ma question, c'est effectivement mes préoccupations individuelles. Est-ce qu'elles vont trouver leur place par rapport à cette innovation énorme et qui doit mobiliser, moi, dans mon esprit, ça mobilise forcément les équipes pour plusieurs années, quoi, et de façon très forte. C'est un très bon point. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, sur l'assistant de consultation, on a beaucoup de monde, mais c'est pas un sujet qui est tant que ça en compétition avec le reste de nos sujets. Donc, ce que je veux dire, c'est que en travaillant sur l'assistant de consultation, on n'enlève pas pour autant les équipes qui travaillent sur l'amélioration de l'agenda, les équipes qui travaillent sur la messagerie patient, les équipes qui travaillent sur le paiement en ligne, etc. Moi, quand je suis seul dans mon cabinet, avec l'écran devant moi, j'ai le fantasme que l'assistant de consultation prend énormément de place au quotidien. Et que c'est lui qui envahit un petit peu mon Doctolib, alors que moi, j'en ai pas tellement l'usage. Alors que non, justement, c'est un bon sujet à avoir en tête. Ça, c'est peut-être une info, effectivement, qu'on a besoin d'avoir, nous, c'est-à-dire cette compréhension. Alors, personnellement, j'ai pas envie de connaître la machinerie, comment ça se passe dans Doctolib, parce que ça, c'est le métier de l'entreprise. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir une certaine visibilité de cette entreprise. Où est-ce que je me situe par rapport à elle ? C'est pas parce qu'on est en train de travailler sur l'assistant de consultation que on va pas continuer d'investir, par exemple, sur ce sujet clé qui est l'agenda. Il faut savoir qu'on a plusieurs équipes qui sont mobilisées en permanence pour continuer d'améliorer la performance de notre agenda Doctolib historique. Et ça, en fait, c'est des améliorations qui sont pas forcément perceptibles de prime abord par les professionnels de santé, qui finalement, au bout d'un an de travail des équipes, vont se rendre compte que ah oui, effectivement, tout est plus fluide dans mon agenda, tout marche plus rapidement, je peux faire ce que je veux plus vite. Voilà, c'est un exemple d'équipe qui fait énormément, mais entre guillemets un petit peu dans l'ombre, et vous avez raison, on pourrait peut-être plus en parler peut-être mieux. Parce que de temps en temps, moi j'ai des petites découvertes comme ça qui me font trop plaisir. Tout d'un coup, il y a un nouveau bouton qui apparaît, j'appuie dessus, ça me fait une fonction qui me soulage énormément. Ouais. J'avais entendu aucune communication autour. C'est vrai qu'on a des équipes qui communiquent beaucoup. Mais peut-être que tous les messages ne parviennent pas à tous les professionnels de santé. On reviendra dessus à la fin, justement. Il y a plusieurs moyens de pouvoir suivre tout ça. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un exemple, une situation qui vous a marqué quand vous étiez vous-même bêta-testeur dans le développement d'une fonctionnalité ? Quelque chose où vous vous êtes dit « Ah ça, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment un défi ». C'était pas difficile pour moi tant que j'étais pas tout seul. Bon, alors c'est pas totalement vrai parce que moi j'ai ressorti, du coup, je suis allée fouiller un peu dans les entretiens qu'on a fait avec vous au moment du lancement de Doctolib Médecin, où j'ai lu des petites pépites du style « Ah, là, on dirait quand même un logiciel hospitalier, etc. » Donc, au départ, c'est vrai que c'était quand même difficile, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut pas lancer un produit parfait. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est vraiment en le testant avec les utilisateurs dans les conditions du réel, c'est-à-dire pas sur des prototypes justement, mais je suis au cabinet, j'ai un patient qui arrive, je suis stressée parce que j'ai du retard éventuellement, etc. Que là, on peut avoir les retours des utilisateurs. Et je me souviens par exemple de certains de vos commentaires, vous n'étiez pas le seul du tout, mais sur l'expérience de consultation qui était un petit peu compliquée, il fallait faire 10 clics pour terminer une consultation, fermer le dossier patient, revenir à l'agenda.
Et effectivement, nous, c'est des choses qui, sur les maquettes, ne semblaient pas particulièrement pénibles, mais à l'usage, on a appris grâce à nos utilisateurs et à votre contact que c'était des choses à améliorer. Mais on a eu plein des je histoires crois comme ça. qu'on est tout à fait d'accord. Ce partage, je crois que plus on peut le cultiver, plus on continuera à avancer ensemble. En revanche, on a parfois on a des fonctionnalités qui marchent très bien assez vite. En général, c'est plutôt des fonctionnalités simples. Et ensuite, on a des fonctionnalités plus complexes pour lesquelles on a besoin de plus de temps. Je vais vous reprendre un exemple de Doctolib médecin. La consultation elle-même, l'expérience de consultation. J'étais chef de produit sur ce sujet-là. À l'époque, au départ, on avait une vision extrêmement simpliste de la consultation qui était globalement un ensemble de blocs dans lesquels les praticiens pouvaient entrer des informations. Et donc, en fait, on avait conçu un produit qui était extrêmement linéaire, comme si une consultation était extrêmement linéaire. On avait énormément testé le produit sur des maquettes, etc. Personne nous avait fait de commentaires là-dessus. Mais par contre, encore une fois, à l'usage, la fonctionnalité plaisait pas tellement au tout début aux bêta-testeurs. C'était très drôle, hein. Et où finalement, ce qu'on a compris, mais même en fait finalement, les professionnels de santé n'avaient pas été capables, entre guillemets, pendant toutes les conversations qu'on a eues, etc., de nous formuler ça de cette façon. Ils avaient eu besoin de manipuler le produit pour mettre le doigt en fait sur ce sujet. Et le doigt sur ce sujet, c'était finalement une consultation. C'est pas linéaire, Doctolib. C'est chaotique, c'est pas maîtrisé parce que le patient, en fait, au moment où vous êtes en train de mettre sa carte vitale et de prendre son paiement, il va vous dire « Ah, docteur, j'ai encore un autre problème, on n'en a pas parlé. Ah, il me faut un renouvellement d'ordonnance, etc. » Donc, en fait, je dois pouvoir faire plein d'actions en même temps. Et donc, nous, on a dû adapter le produit qui était à la base calé sur une vision très linéaire de la consultation pour en faire un espace de travail qui ressemble plus, je dirais, à un cockpit, comme un pilote, qui peut piloter sa consultation avec tous les aspects imprévus ou chaotiques ou non linéaires qu'elle peut comporter. Je donne un exemple qui me vient à l'esprit comme Allez-y. ça. Par exemple, moi, je me sens bloqué en ce moment de façon assez frustrante sur Doctolib Silo. J'ai l'impression que ça stagne. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une messagerie qui soit pour les patients et pour les professionnels. Doctolib Silo, c'est une fonctionnalité, c'est différent, c'est un produit qui existait déjà, qui existe donc aux Pays-Bas, dans plusieurs pays. Il y a énormément d'utilisateurs qui l'utilisent déjà. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, ça pourrait paraître évident de se dire, on va mettre, entre guillemets, Doctolib Silo dans la messagerie patient, et puis tout ça, ça devrait fonctionner de la même façon. Là, la problématique, c'est que on a des centaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent Silo, et on a besoin de prendre en compte leur expérience et celle des utilisateurs de la messagerie patient pour réfléchir à comment travailler avec ces deux outils. On a besoin de pouvoir s'adresser et satisfaire les besoins de tous les professionnels de santé et il faut qu'on y aille par étapes et qu'on compose avec les besoins de tous les professionnels de santé. Ces besoins sont très multiples et assez complexes aussi, donc c'est vrai que ça prend du temps. La messagerie patient en est un excellent exemple et pour le coup elle concerne tout le monde, elle vous concerne aussi? Je l'utilise depuis le premier jour où on m'a proposé ce bêta-test. La messagerie patient, mais ça m'a changé la vie. Alors dans ma pratique à moi, communiquer avec mes patients entre les entretiens, comme j'ai une pratique dans le temps, forcément, il faut que le dialogue puisse continuer, que les patients puissent me parler, que je puisse leur parler. Je passe mes journées à renvoyer des ordonnances, et toutes ces fonctionnalités-là ont été proposées tout d'un coup sur la messagerie. Et je m'en suis emparé, n'utilise plus mon téléphone, je n'utilise plus les mails, tout passe par les messageries patients avec eux. Et ça, c'est formidable. Un exemple parfait de tout ce que tu disais avant, Alice, je crois. Oui, absolument. Donc nous, on appelle ça pivoter. Je vais vous expliquer. Parfois, c'est vrai qu'on conçoit une fonctionnalité et ensuite, au contact des utilisateurs et grâce au retour, on l'a fait évoluer, voire on dit pivoter parce que parfois ça évolue de façon assez importante. La messagerie patient, au départ, on l'a lancée en Italie. Et en Italie, le souhait des praticiens, c'était de permettre à leurs patients de les contacter de façon proactive. Et c'est vrai qu'initialement, la messagerie patient, on l'avait pensée comme une fonctionnalité de messagerie dans lesquelles les deux parties peuvent communiquer de façon assez flexible et libre. Dès qu'on a commencé
commencé à tester cette fonctionnalité avec les utilisateurs français. On a très vite vu qu'il y avait des enjeux en France qu'on n'avait pas perçus en Italie, qui n'existent pas en Italie, et notamment cette volonté des professionnels de santé français de pouvoir en fait fermer une conversation avec un patient pour ne pas être envahi par une conversation infinie entre guillemets. Et donc ça, c'est un bon exemple de pivot entre guillemets, puisqu'on a fait évoluer la fonctionnalité pour permettre aux praticiens qui le souhaitent de, par exemple, partager un résultat de laboratoire avec un patient en disant tout est ok, il n'y a rien de plus à faire, je ferme la conversation. Je me mets à la place de certains utilisateurs qui attendent aussi avec hâte, on le disait tout à l'heure, certaines fonctionnalités, certaines évolutions. On parlait des irritants aussi au tout début, donc ça on l'entend et on le comprend totalement. Maintenant, comme tu le dis toi-même, il y a une amélioration qui est permanente. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une étape dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui est l'amélioration continue. Et donc, il faut savoir que les équipes sont extrêmement concentrées sur le suivi d'une fonctionnalité dans le temps. Donc, le bêta-test, évidemment, c'est là qu'on s'amuse beaucoup, entre guillemets, parce qu'on apprend tellement, on est dans le vif du sujet, c'est incroyable. En revanche, il faut savoir qu'on a des chiffres un tas d'indicateurs très précis qu'on suit dans le temps. Et pourquoi on a besoin de suivre ça dans le temps? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Au bout de 2 semaines d'utilisation, c'est pas possible réellement pour un praticien de faire le tour d'une fonctionnalité complètement. Et donc, on se donne effectivement plusieurs mois pour continuer à suivre les retours des utilisateurs avec des indicateurs, encore une fois, très précis qui nous permettent de prendre le pouls et, je dirais, de connaître un peu l'état de santé de nos fonctionnalités, si vous me permettez. On lit aussi beaucoup d'attentes de la part des professions qui sont non médicales. Est-ce que tu l'as vu passer aussi un petit peu Complètement, parce que c'est, en l'occurrence, beaucoup des sujets sur lesquels je travaille sont à destination de ces professions-là. Il faut savoir déjà que chez Doctolib, il y a des équipes qui sont dédiées par catégorie de professionnels de santé. Donc, on a des gens qui sont dédiés entièrement, par exemple, aux professions non médicales et qui connaissent les ostéopathes, les psychologues, etc., leurs besoins. L'hôpital, clinique, absolument, tous ces univers-là aussi. Exactement. Je peux vous parler de 3 sujets. On est en train de travailler, je l'ai évoqué précédemment, sur améliorer notre application mobile. Ça, c'est quelque chose qui est demandé par énormément de monde, mais beaucoup par les ostéos, par les psychologues, par toutes les professions non médicales qui ont un usage extrêmement fort de l'application mobile qui, de leur point de vue et du mien aussi, mériterait d'être amélioré. On a beaucoup de demandes aussi pour avoir un logiciel clinique et financier pour ces professions-là. Mes équipes travaillent dessus en ce moment, sont en train d'imaginer à quoi ce logiciel pourrait ressembler et on a déjà organisé des ateliers ici même à Levallois avec des dizaines d'utilisateurs représentants de ces spécialités-là pour travailler avec eux là-dessus, exactement comme on avait fait pour Doctolib médecin, pour Doctolib kiné. Et on continue par exemple à travailler énormément sur le logiciel à destination des MSP, donc des maisons de santé pluridisciplinaires, sur lequel on a encore plein d'améliorations qui sont prévues. Moi, ce que j'entends, et ce qui me plaît bien, c'est parce que je suis un client. Excusez mon image, elle est peut-être un peu grossière, mais c'est comme un gastro. Si je veux me faire un bon restaurant, je choisis mon restaurant parce que le chef me plaît. Je regarde le menu et sur le menu, je choisis mes produits. Et je pense qu'on est tous très critiques sur chacun des plats qu'on choisit. Et on ne choisit pas les mêmes plats les uns et les autres. Mais je crois qu'on a envie d'aller dans ce restaurant-là. C'est notre désir à tous. Et ça, je pense que c'est ça qui nous réunit tous. Alors, chacun parle pour sa chapelle. Moi, je suis médecin, je parle dans la chapelle médecin. Mais c'est à vous de faire l'unicité et de faire, en fait, toute la carte, quoi. Je crois que c'est la carte qui m'attire. C'est-à-dire qu'il faut que je la voie. Donc, je vous remercie pour cette jolie métaphore qui me plaît bien. Alors concrètement, comment et où suivre toutes ces actualités ? Eh bien, tout simplement, dès qu'il y a une évolution, vous avez une notification dans votre solution. Vous avez dû déjà le voir. Souvent, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Et puis en 2025, on va faire un effort pour encore mieux communiquer sur tout ce qui se passe, toutes les évolutions, les petits irritants sur lesquels on va travailler pour vous et à vos côtés. Restez connectés, vous serez très vite informés. Un grand merci Laurent. Est-ce que vous avez appris un peu des nouvelles choses aussi ? Merci beaucoup pour votre accueil. Et puis moi, j'ai appris plein de choses sur l'ouverture et cette interaction qu'on a. Et pour moi, c'est vraiment enrichissant. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir. On fera un petit tour des locaux après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et Alice, merci, un grand merci de t'être prêtée à ce jeu du podcast. Pas toujours évident, mais en tout cas, tu t'es débrouillée, je pense, d'une main de maître pour expliquer à tous ceux qui nous regardent comment ça se passe dans le concret. Voilà. Mais merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger
échanger avec nos utilisateurs. C'est quand même pour ça qu'on se lève tous les matins chez Doctolib. C'est pour construire les meilleures solutions pour Et vous. en plus, vous vous êtes retrouvés, parce que du coup, vous étiez pas vus depuis quelques années. Ah là, vivement le prochain confinement. Ah non, non, j'espère pas, je ne vous le souhaite pas.